Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Moi, c'est Rifar Serran, économiste et cadre affecté à la direction de la communication de la BRH et également un cadre au niveau du fonds BRH pour la recherche et le développement. Jean-Patrick Saint-Pré et M. Farel Sotzilan, nous allons suivre un bel panel là maintenant avec cette journée qui est pratiquement consacrée à la Banque centrale, la BRH. Donc, pour débuter vraiment avec cette deuxième journée de la 14e édition du Sommet international de la finance. Donc, on va avoir ce panel composé de 3 membres que j'aurai le plaisir d'animer, de modérer, un panel sur le contexte macroéconomique global et la posture de la politique monétaire de la Banque centrale et également les programmes incitatifs de la BRH. Donc, très rapidement, j'appelle le premier intervenant et premier membre de ce panel, qui est M. Claude Jacques Divers, qui est économiste de formation avec une maîtrise en gestion des politiques économiques. M. Divers lui-même qui va intervenir surtout sur le contexte macroéconomique global avec un petit zoom également sur le système bancaire et brièvement une partie sur les finances publiques. En deuxième position, j'appelle maintenant Madame Karine Malbranche. Madame Malbranche qui est également économiste avec une formation très poussée également en banque et finances. Madame Karine Malbranche qui est affectée à la direction des affaires internationales au niveau de la BRH, donc cette direction qui s'occupe de tout ce qui concerne le secteur externe, question de marché d'échange, d'exportation, importation, balance commerciale et tout. Donc, Mme Malbranche qui va intervenir sur les récents développements au niveau du marché d'échange et également avec un petit zoom sur le secteur externe. Et en dernier lieu, j'appelle Mme Peggy Luli Jérôme, affectée à la direction du contrôle de crédit. Mme Jérôme qui a une formation en administration des affaires et également une maîtrise en finance de marché. Mme Jérôme qui va intervenir sur les programmes incitatifs de la BRH, donc un ensemble de programmes qui a été mis sur pied pour essayer de supporter la croissance économique et le climat des affaires. Donc, on va commencer avec M. Divers et que je vous demande d'applaudir, mesdames, messieurs, pour cette présentation. Merci. Je salue tous les membres de l'assistance et je salue aussi mes collègues du panel. Et comme M. Serran vient de l'annoncer, ma présentation se fera sur le cadre macroéconomique et programme incitatif de la Banque centrale et posture de la Banque centrale face aux chocs et contre-chocs internes et externes. Comme plan, on parlera de l'environnement macroéconomique global, on verra la posture de la Banque centrale face aux chocs et contre-chocs internes et externes et finalement, on présentera les mesures incitatives de la BRH pour la relance des investissements des agents résidents et non résidents. Et pour mettre en contexte plus ou moins l'environnement macroéconomique local et international, il faut dire que au cours de la deuxième partie de l'exercice 2023-2024, nous avons assisté à un enclenchement d'un nouveau cycle monétaire chez les principaux partenaires et commerciaux et financiers de l'économie haïtienne. Et par exemple, aux États-Unis, on a assisté à une décélération de l'inflation, tant au niveau de la zone euro et tout près de chez nous en République dominicaine. Au niveau local, nous avons assisté aussi à ce qu'on appelle une persistance de la situation stagflationniste. On verra ça tout à l'heure. Et je viens de parler de changement de cycle, un changement de nouveau cycle monétaire. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez peut-être entendu, c'est que ces derniers trimestres, on a assisté à une décélération de l'inflation tant aux États-Unis, en République dominicaine et dans la zone euro. Par rapport à cela, les diverses banques centrales ont décidé de baisser leur taux directeur. Par exemple, les États-Unis ont décidé pour la première fois depuis 2020 à baisser de 50 points de base leur taux directeur en septembre 2024. Et sur le graphique à droite, on présente l'évolution de l'inflation aux États-Unis en août 2024, c'est 2,2%. En ce qui concerne le taux de chômage, comme vous pouvez voir sur le graphique à gauche, il y a une tendance à la baisse depuis 2020. Et le dernier chiffre pour le taux de chômage aux États-Unis en septembre 2024, c'est 4,1%. Et puis pour le graphique à gauche, ça présente l'évolution du PIB réel, le taux de croissance du PIB réel aux États-Unis pour le deuxième trimestre. Donc, ce chiffre à plus de 3%. Et sur ce slide-là, nous avons les projections de croissance
réalisé par la Banque mondiale et pour diverses régions, dont la zone Amérique latine et Caraïbes. Donc, on est censé avoir 1,9% pour 2024 et 2,6% pour 2025. Là, je parle de projection de croissance du PIB réel pour la zone Amérique latine et Caraïbes. Évidemment, il y a des projections pour d'autres zones, mais on ne va pas rester là-dessus. Oui, j'ai parlé tantôt de situation stagflationniste. Ça signifie quoi? Vous avez un niveau d'inflation assez élevé, mais la croissance ne suit pas. Donc, sur ce graphique-là, vous avez l'évolution du taux de croissance du PIB réel de 2018 à 2019. Vous pouvez voir que ça va faire pratiquement 6 ans de croissance négative. Et les projections pour 2024, ça se situe à moins de 4%. Ce graphique-là présente l'évolution de l'inflation en rythme mensuel et annuel. Donc, les derniers chiffres présentés par l'IHSI tablent sur 29,3% pour le mois d'octobre, 29,3% en rythme annuel et 0,9% en rythme mensuel. Évidemment, ce taux d'inflation reste assez élevé, mais bien loin des 49,3% qu'on a connu en janvier 2023. Et là, je vous présente succinctement la situation du système bancaire au cours de l'exercice 2023-2024. Et comme vous le savez, la dégradation continue du système du climat des affaires a forcément eu des incidences non négligeables sur le système bancaire. Les données que nous avons collectées jusqu'au 30 juin 2024 font état d'un recul du produit net bancaire de 2,7%. Et nous avons eu aussi une baisse du bénéfice net bancaire de 31,6%. Donc, ça représente plus d'1 milliard de gourdes. Et en termes d'actifs, nous avons eu aussi un repli de l'actif du secteur de 0,4% au 30 juin 2024. Et finalement, nous avons eu aussi une augmentation de la dollarisation de l'économie si nous considérons le ratio taux dépôt en devises convertis par rapport aux dépôts totaux qui représentent environ 68,76%. Un petit coup d'œil sur la performance de l'État et le financement monétaire. L'exercice 2023-2024 s'est soldé par une très bonne performance des recettes de l'État qui ont totalisé environ 160 milliards de gourdes contre 172,6 un an auparavant, soit une légère baisse de 3,82%. Et ce niveau de recettes totalise environ 96,1% des projections ou bien des prévisions budgétaires pour l'année 2023-2024. En ce qui a trait, disons, aux dépenses budgétaires, celles-ci ont diminué de moins de 9,68% pour s'établir à 160,4 milliards de gourdes au 30 septembre 2024. Et de cela, il en est résulté un remboursement d'environ 7 milliards de gourdes au 30 septembre contre un financement d'environ 19 milliards un an auparavant. Et s'agissant du secteur externe, je vais passer le témoin à ma collègue, à ma gauche, qui va vous entretenir là-dessus. Merci, Divers. Et bonjour à tous, je suis Karine Malbranche. Et je vais vous parler un peu du secteur externe, donc n'importe taux de change, balance commerciale et les transferts. Et ensuite, on verra aussi avec moi la posture de la Banque centrale par rapport à l'évolution du cadre macroéconomique dont Divers vient de parler. En fait, quel a été le comportement du change au cours de l'année qui vient de s'écouler? Depuis 2023, nous commençons à constater dans l'économie certaines baisses de taux de change là. Donc, cette tendance-là a été poursuivie jusqu'à présent, c'est-à-dire tout au long de l'année 2023 et 2024. Donc, ce qui nous a amené au 30 septembre 2024 à une baisse du taux en glissement annuel de 2,07%. Maintenant, jusqu'à présent, même pour les 2 premières semaines de l'exercice en cours,
il y a le taux accuse un léger fléchissement de moins 0,13. Maintenant, qu'est-ce qui explique en fait cette relative stabilité du taux? Parce que depuis 2 dernières années, on a taux vraiment a perdu, cap monté, a perdu valeur par rapport à dollar là. Qui raison fait ça? Premier bagage c'est que je nous retrouve avec Ziver là, c'est bonne performance finance publique là. C'est-à-dire au niveau de l'État, au lieu d'avoir des financements, on a eu au contraire des remboursements. Donc il y a moins de dollars et moins de gouttes qui libèrent dans l'économie. De ce fait, qui va faire pression sur le dollar. Maintenant, qui l'autre bagaille qui gagne encore? Il y en a bagaille qui gagne tout comme cause de relative stabilité de tout ça, c'est la diminution de la demande de devises. Et qui dû à quoi? C'est-à-dire ça qu'il y a moins de demande au niveau de demande au niveau de devises. En fait, il y en a pas qui est toujours important pour moi pour préciser pour le public, généralement, dès que je fais intervention sur change là, c'est que le taux de change, c'est un prix. C'est un prix, donc, en fait, résulté de confrontation entre offre et demande là. Donc, si il y a un pile de demande ou après période, il y a un pile de demande pour dollar dans l'économie, tout a vraiment augmenté, période de demande a diminué, et puis tout a diminué. Il en est de même pour l'offre. Maintenant, pour l'année qui vient de s'écouler, nous avons une sorte de conjugaison entre diminution de demande là et en fait un accroissement de offre de devises. Diminution de demande ça, dépend de recul activité économique. Donc avec tout ce qui se passe au niveau du climat sécuritaire, donc c'est vraiment donc il y a un recul de l'activité, dégradation climat des affaires dans beaucoup d'endroits. Les entreprises sont fermées, ils sont délocalisées, il y a un cas d'établissement domaine, ça fait que il y a une pression qui est moindre au niveau de demande de devises. Et puis, il y a tout à comportement attentif à agent. Donc, au moins qui est pour faire investissement qu'on y a là, que ce soit acquisition ou bien achat de voiture, achat de maison, il y a une hésitation dans le comportement agent économique parce que la situation sécuritaire, je note avec conséquences que le gain sur l'inflation et autre chose, il y a un peu de conséquences tout sur le marché d'échange là. Donc, au comportement d'attentisme, en pile l'agent économique yo chita yo dit bon, y a regarder comment bagaille yo avant que on rentre dans de grands décisions économiques. Donc, tout ça fait que pression au niveau de demande là moindre. Maintenant, il y a certaine aussi amélioration de l'offre. Et amélioration de l'offre, ça, il passé par les transferts sans contrepartie. Donc, on apprend ça un peu plus tard. Et j'aime te dire là tout, j'en dis verso dire là, bonne performance finance publique là. Il y a moins financement monétaire, de ce fait, il y a moins good, donc il y a moins pression sur le dollar. Maintenant, demande là nous dit le baisser. Comment au niveau de banque centrale là, nous ka matérialiser baisse ça que nous dit que nous qui gagne au niveau de demande de devises, c'est à travers les importations. Là, ici, on a en fait un graphe qui montre les exportations, les importations et le solde commercial en millions de gouttes d'octobre 2023 à juillet 2024. Et donc, nous, pour importation en valeur, ils ont baissé de 8,29% par rapport à la même période de l'année dernière, c'est-à-dire d'octobre 2023 à juillet 2024. On baisse des importations, quoique le chiffre est à 3,5 milliards de dollars, mais on baisse des importations de 8,29 milliards et 8,29%. Maintenant, qui raison? C'est quoi la cause? En fait, c'est la diminution au niveau de l'activité économique. Le fait que il y a beaucoup d'entreprises qui ferment, donc il y a moins de commandes qui fait, donc importation yo vraiment diminué. Et ça lié et avec dégradation conditions sécuritaires là dans pile côté dans centre-ville, dans certains d'autres endroits au niveau de la plaine et autre chose, il y a un pile d'entreprises qui ferment dans zone ça. Maintenant, parallèlement aussi, ces conditions-là, cette dégradation de la situation sécuritaire, en fait, a aussi affecté les exportations. Parce que si vous prenez des entreprises qui, en fait, qui sont liées au vétiver, au marque et autre chose, le fait qu'il y a beaucoup, en fait, au niveau du mouvement et la libre circulation de biens et de services est entravée, en fait, au niveau de la capitale, ça ralentit, en fait, aussi les activités des exportateurs. Donc,
il y a eu cette baisse de 17,95% d'octobre 2023 à juillet 2024 en glissement annuel des exportations au niveau du commerce extérieur. Maintenant, comme on a dit, la cause, c'est le ralentissement de la demande aux États-Unis aussi, mais surtout les troubles sociopolitiques qui, tout au long de l'exercice, ont affecté les entreprises haïtiennes et aussi la fermeture du port et de l'aéroport. Donc, tout ça, en fait, a eu des conséquences sur les exportations en Haïti. Maintenant, comme on l'avait dit tout à l'heure, l'une des causes de cette bonne performance, on peut dire, du change, c'est l'augmentation des transferts privés sans contrepartie. Et transfert, c'est une principale composante offre de devises dans le pays. Donc, le fait que le transfert a augmenté, conjugué avec une baisse de demande, nous avons une performance que nous gagnons au niveau de l'échange. Maintenant, d'octobre 2023 à août 2024, les transferts sans contrepartie ont totalisé 3,32 milliards de dollars, soit une hausse de 11,78% par rapport à la même période de l'année précédente. Maintenant, facteur explicatif, qui explique que le transfert a augmenté. Et pour nous préciser, c'est que près de 70% de transferts que nous recevons sont aux États-Unis. Donc, quand l'économie américaine se porte bien, donc, compatriotes nous qui l'autre bois gagnent plus comme dans meilleur, donc il y a plus aider les gens qui vivent en Haïti. Donc, c'est peut-être ça au début. Et divers est vraiment présenté en fait les différentes variables macroéconomiques de l'économie américaine parce que ça va avoir des conséquences sur nous autres également en Haïti. Donc, il y a un bagage qui gagne comme facteur explicatif au transfert là, c'est le recul de l'inflation aux États-Unis. Donc, les Haïtiens qui vivent aux États-Unis viennent plus comme dans meilleur. Donc, de ce fait, le pouvoir d'achat a augmenté, il y a plus qu'à aider les gens en Haïti. Deuxième bagage, c'est que pendant plus de 2 ans, pratiquement, la Fed, la Banque centrale aux États-Unis, a annoncé des baisses de taux d'intérêt. Donc, qui dit baisse de taux d'intérêt, dit que le coût crédit va diminuer. Au monde qui est aux États-Unis, va payer moins scope. Donc, en termes d'intérêt. Donc, il y a plus scope pour les deux familles en Haïti. Maintenant, il y a eu de la croissance aussi au niveau de l'économie américaine et nous, tout, pensons augmentation de nombre de migrants aux États-Unis. Donc, avec différents programmes pour Biden, des gens qui quittent le pays à cause de l'insécurité ou autre chose, mais qui ont des familles chrétiennes en Haïti, toujours, les gens qui sont allés, ils ont rentré dans un groupe de gens qui commencent à voir comme en Haïti pour aider les familles. Donc, tout cela explique en fait cette hausse qu'on a eue au niveau des transferts. Maintenant, on l'a vu, l'inflation et bonne performance au niveau des finances publiques et autre chose. Maintenant, quelle a été la posture de la Banque centrale? Qui décision la Banque centrale prend en termes de politique monétaire au cours de dernière année, c'est-à-dire 2023-2024? Maintenant, depuis 2022, la BRH a adopté une posture, c'est-à-dire de resserrement des conditions monétaires, c'est-à-dire une politique monétaire, c'est une très académique restrictive. Donc, il a relevé le taux d'intérêt directeur, il a augmenté les réserves obligatoires sous passif libellé en dollars, et puis ensuite il poursuit avec intervention sur le marché. L'objectif, c'est qui ça? C'est contrer la création monétaire qui alimente la demande de devises et préserver la valeur de la gourde. Si on veut faire un rappel en fait du niveau actuel des taux d'intérêt directeur de la BRH dans l'économie, on a les bons à 7 jours qui, en fait, les taux sont maintenus inchangés à 6, 8 et 11% respectivement pour les bons BRH à 7, 28 et 91 jours. Maintenant, au cours de l'année 2023-2024, on a eu une augmentation en fait de l'encours des bons BRH qui est passé de 3,5 milliards de gourdes en mars à 22,05 milliards au 25 septembre 2024. En fait, ça, ce sont des liquidités qui ont été épongées, liquidités excédentaires du système bancaire qui a été épongée par la Banque centrale, puisque, en fait, on se trouve dans un contexte peu favorable aux activités d'intermédiation. Donc, il est très difficile qu'on y a là pour une banque, bail crédit et autre chose de se faire liquidité ça dans le système. Là, et comme nous ne voulons pas créer plus d'inflation et puis bail goudlan problème en termes de taux de change, ils ont épongé à travers les bons BRH. Maintenant, le taux de mise en pension, c'est toujours maintenu à 17% et pour les bons du trésor, c'est à 14%.
Maintenant, les coefficients de réserve obligatoire sur les passifs en gourde et en monnaie étrangère sont les mêmes, c'est-à-dire demeurent à leur niveau d'août 2022. C'est 40% et 53% pour les banques commerciales, 28,5% et 41,5% pour les banques d'épargne et de logement. Maintenant, les interventions de la BRH sur le marché, et 2 ans de cela peut-être, c'est une intervention d'avoir dit que BRH vend en pile $, parce que nous avons besoin de diminuer la volatilité coûte là. Mais avec l'absence de financement monétaire de la Banque centrale et accalmie qui existait sur le marché, et BRH est plus positionnel en non acheteuse, on va dire net, c'est-à-dire l'acheter beaucoup plus que le vendre l'année dernière là, sur le marché changeant que l'année précédente. Donc, acquisition, ça a fait dans le cadre que pour la Banque centrale là, consolider réserve internationale pour n'importe le tagon revirement de tendance. On dit que l'activité a commencé, que commencer à demande, toi, nous avons commencé à avoir de forte volatilité. Le Banque centrale a utilisé les réserves pour l'intervenir, pour lui combler et on va dire déficit d'offres qui a existé. Maintenant, parallèlement avec les mesures conventionnelles et puis intervention sur le marché changeant, il y a les mesures réglementaires. Et compte tenu de l'instabilité que l'entreprise fait face avec les dégradations climat sécuritaire là, BRH en fait à travers circulaire que le 115.5 prolonger moratoire sur les prêts éligibles jusqu'au 30 septembre 2024. Ensuite, il autorisé restructuration des prêts devenus improductifs au 31 mars 2024 en vue d'accompagner les débiteurs du système financier, entreprises et particuliers pénalisés par la dégradation de la conjoncture. Et puis, parallèlement, toujours il y a des circulaires qui toujours de mise, donc la circulaire 114-3, peut-être que nous t'entendez parler de lui, sous les transferts et qui permettent d'adresser problèmes de numéraire en dollars et puis contrer des intermédiations financières qui existaient, le monde recevra transfert dans l'économie, comment potentiel ça va payer. Ensuite, il y a une circulaire 118 toujours en vigueur sous respect et normes à respecter en matière de soumission des rapports relatifs aux opérations de transfert internationaux et de change, c'est-à-dire maison de transfert, banque, il y a des normes pour respecter, pour soumettre données ça à la Banque centrale. Et circulaire 119 là lui-même qui, en fait, qui étend une mesure administrative aux intermédiaires de change et autres que les banques, c'est-à-dire laisse à nous dans le bureau de change, parce que en fait, et pas uniquement les banques qui font les opérations de change dans l'économie, il y a aussi les bureaux de change. Et maintenant, circulaire 119 là appliqué, dit qui norme, qui comment pour bureau de change soumettre en fait données au Banque centrale, qui ça peut respecter en termes de position cambiste. Ça nous les positions cambistes ou institution financière qui fait change, quelle banque, quel bureau de change, dans une journée, position doit nulle. Donc, quantité comme acheter dans la journée, c'est quantité comme ça, il doit vendre. Il ne peut pas acheter 1 million pour le vendre 500 000 pour le gagner 500 000 là. Si 500 000 l'arrêté, la Banque centrale a acheté automatiquement dans la fin de journée. Pour qui ça nous vient avec circulaire ça, c'est pour éviter que institutions financières créent des raretés artificielles qui vont faire pression sur taux de change là. Maintenant, là, c'est un dispositif embryonnaire à travers la circulaire 120 qui, en fait, qui rentre en vigueur le 14 juin 2021, qui établit une norme relative à l'appel public à l'épargne et au placement et restreint. Maintenant, cette circulaire détermine les conditions dans lesquelles les titres financiers peuvent être offerts, échangés, transigés et conservés sur le marché. Maintenant, il y a un gros programme Banque centrale, il y a un gros projet que c'est le développement du marché financier en Haïti. Et de ce fait, il faut commencer à mettre les différentes règles, les normes à suivre par les institutions. C'est pour ça qu'on vient avec circulaire là qui va définir toutes normes ça yo. Maintenant, qui a 3 objectifs et protéger les investisseurs, maintenir la confiance dans le marché et éviter la concurrence déloyale. Maintenant, je dois préciser pour vous que les titres publics, c'est-à-dire les bons du Trésor, ne sont pas assujettis à ces différentes réglementations au niveau de la circulaire 120. Maintenant, autre que
différentes dispositions que la Banque centrale prend, il y a des mesures incitatives que la BRH a mises en place pour en fait la relance des investissements. C'est ce qu'on va voir maintenant avec Mme Jérôme de la Direction de contrôle de crédit. Merci de votre attention. Merci Madame Malbranche. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes bien réveillés aujourd'hui. Donc, comme Madame Malbranche l'a dit, maintenant on va voir les mesures incitatives de la BRH pour la relance des investissements. Donc, depuis quelques années, comme on l'a vu tout à l'heure avec M. Divers, nous avons constaté une croissance négative, on peut dire une faible croissance et même négative récemment au niveau de l'économie, et c'est partiellement dû aux faiblesses enregistrées au niveau des secteurs productifs du pays. Okay? Donc, l'une des causes majeures de cette faiblesse s'avère être l'accès au financement. Okay? Donc, la BRH, qui est consciente de tout ça, elle est certaine que le renforcement de l'écosystème de financement des secteurs productifs permettra aux autres secteurs, à tous les secteurs productifs, d'aboutir à une croissance inclusive. Donc, c'est dans cette optique-là que la Banque centrale a pris des mesures d'aménagement des fonds de liquidité, de garantie, d'assouplissement au niveau des réserves obligatoires pour les banques pour faciliter l'acheminement du capital vers les secteurs porteurs de l'économie haïtienne. Okay, donc, je nous connais là, système intermédiation financière en Haïti, nous avons dit que il est dominé à hauteur de 90% par banque. Okay, c'est banque qui baille crédit essentiellement dans le niveau système là. Mais qui s'acrivait ces banques là qui baille crédit, qui côté banque là joine ressources pour le bail crédit en li joine à partir de dépôt. Mais dépôt est constitué à environ 80% de crédit qui baille. Donc dépôt en l'or prend épargne, dépôt d'abord son ressources à court terme. Mais le des entreprises par exemple en pleine croissance, qui ça le fait, il a besoin des ressources à long terme pour les agrandir, pour développer l'infrastructure. Mais quand il y a un dépôt que banque utilisé comme ressource pour financer, vient pas compatible avec besoin client. Et ça qui vient arriver comme client, banque n'a pas qu'à prendre trop de risques avec non plus parce que c'est pas un client. Comprenez? Donc ça vient créer des freins structurels au niveau de l'écosystème financier. Et BRH qui est conscient de tout ça, il vient mettre sous pied un agenda monétaire pour la croissance, communément appelé programme pro croissance. Nous entendons parler de ça déjà, ou bien programme incitatif. C'est lui nous parlons là, OK, donc programme ça qui ça, il facilite le crédit à long terme à des conditions préférentielles aux entreprises, c'est pas pour toute entreprise, c'est entreprise qui a accès production. OK? Donc qui entreprise n'a parlé précisément qui secteur? C'est secteur d'exportation, secteur de la production agricole, secteur hôtelier, secteur de l'immobilier, du logement et secteur touristique et zone franche industrielle. Donc nous parlons en détail et qui réalisation nous fait déjà et qui ça qui est impliqué dans le programme ça. Donc la BRH a mis en œuvre en collaboration avec les banques parce que faut nous comprendre bien que acteurs qui jouent sous marché qui a évolué dans ce secteur ça yo pas qu'à joindre BRH directement pour bénéficier de programmes ça yo, de prêts ça yo, de financement ça yo. Faut passer par une institution financière. Donc, Banque centrale obligée de créer en collaboration avec toute institution financière, mais pas seulement banque, pour certains secteurs li impliqués, caisses épargnées de crédit, entreprises et institutions de microfinance, li impliqués aussi des sociétés de promotion d'investissement, des sociétés financières de développement pour l'arrivée joindre client final là. OK, donc tout mécanisme financier ça permettre Banque centrale attaquer problème financement long terme que client pas de joindre. OK? Donc premier programme nous parlons nous chiffre là, nous parlons programme hôtelier. Programme hôtelier en fait nous parlons programme de logement et hôtelier. OK?
Programme de logement, c'est le premier programme qui était mis en place en 2011, l'heure que Banque centrale t'a fait constat de tout le monde qui était en difficulté, tout citoyen qui était en difficulté après le tremblement de terre fin passé en 2010. Donc, il vient créer en entente, en collaboration avec Bankio pour mettre en place des prêts disponibles à un taux préférentiel, un taux qui est faible, de 10%, OK, pour les rendre et prêts accessibles à clients finaux, OK, pour tout le monde qui a joindre un prêt pour joindre un cas de priorité. Mais compte tenu de freins structurels nous connaissons dans le secteur, ça notamment problème cadras, et le programme ça pas arrivé à avancer à rythme que nous voulons, mais il existait toujours. L'autre facilité parallèlement sur laquelle Banque centrale travaille, c'est de prévoir un financement pas pour client final là, mais pour des institutions, des investisseurs qui voulaient créer des buildings, des projets, des grands projets immobiliers pour yoka revendre. OK? Donc, ils viennent mettre sous pied un financement, un fonds de financement, un fonds de liquidité pour promoteurs ça sur une période de 10 ans à un taux de 6%. Par ailleurs, ils viennent conscient tout que gain de acheteurs, quand on n'a pas acheté un caille, ils demandent nous code par nous, ils demandent nous avance pas nous. OK? Apport personnel non. Gain de monde qui pas qu'à payer 30% que a demandé. Donc ils viennent créer une autre facilité parallèlement qui est les programmes 10-10-20, on connaît nous tout le temps de parler de lui. Et mais programme ça faciliter acheteur là pour dire au lieu nous payer code part de 30%, nous ca seulement fournir 10%, les ballon taux d'intérêt de 10% et prêt à pétanir sous 20 ans. OK? Donc parallèlement à partir logement et l'autre programme qui est très important encore qui sont l'autre pilier qui concerne l'autre pilier qui c'est pilier zone franche industrielle. Nous compte qui ça qui est en zone franche, c'est un espace et des infrastructures qui sont réservées à des investissements pour production, notamment production textile. Nous connaissons Sonapi et nous connaissons Caracol, donc c'est de ça que je parlé là. Donc, il y a un fonds qui est alloué à financement, développement, zone franche industrielle. Donc, il y a une raison qui fait nous axer sur point ça, sur pilier ça, c'est que récemment, il y a une loi qui votée aux États-Unis, c'est loi HOPE, qui votée aux États-Unis qui permet aux produits haïtiens, surtout dans le secteur textile, qu'à exporter vers les États-Unis et exonérer de droits de douane. Ça vient créer un avantage concurrentiel, un avantage comparatif par rapport à l'autre région dans la zone, à l'autre pays dans la zone. OK, seul bagage nous réaliser que capacité d'accueil pour zone franche tellement faible que investisseurs étrangers a hésité à rentrer. Donc c'est pour ça que BRH mettait accent sur fonds ça qui dédié à construction et développement zone franche. Et donc les promoteurs qui sont intéressés à construire à développer zone franche qu'à contacter Bankio pour bénéficier de fonds ça, de crédit ça pour construire usine par exemple. Okay? Et taux 1 sont taux annuels de 7% en good. Donc, c'est très avantageux. Un autre secteur qui visait, c'est le secteur exportation. Donc, nous commençons à déraper avec le secteur ça en 2016 et ça nous fait nous augmenter la capacité de production. Fonds ça permet institutions qui dans le domaine exportation augmenter la capacité de production. OK, mais avec des taux d'intérêt de très faibles, 5 à 6%, mais aussi nous réaliser que institution ça leur a fait commande ou bien leur a transféré commande l'autre bord, gon période côté que gon compte à recevoir qui pesant et ils viennent faire face à des problèmes de liquidité. Donc pour répondre à problème de liquidité ça, nous venons créer un fonds de roulement qui vient en leur offrant une fenêtre de financement des comptes à recevoir. Donc, quand ça pendant une période de temps, ça, nous avancé au 75% de COB que obtenons. OK? Donc, dans le cadre de projet ça, pour société qui fait exportation, nous signons un protocole d'accord avec des sociétés de développement financier, notamment avec FDI et avec Sofides.
Par ailleurs, depuis 2015, BRH fait des aménagements au niveau des règlements pour le secteur touristique et hôtelier. Il n'y a pas un fonds qui est dédié à ce secteur ça en tant que tel, mais il bail des facilités à travers intermédiaires financiers, notamment banquiers, pour exonérer réserves obligatoires. Le comme ça permet de banquiers réduire coût de financement pour acteurs qui dans le secteur ça. OK, même principe là vient appliquer pour secteur agriculture là et agro-industrie à travers circulaire 108. L'autre circulaire qui concerne les projets ça, c'est circulaire 113 là qui habilite toute institution financière qui octroie prêt notamment banque, il bail prêt 6%, société financière de développement bail 6% tout, caisse d'épargne de crédit nous connaissons gain l'autre frais qui a ajouté. Donc taux à anti-Jean-Pierre élevé à 12%, société crédit bail à 5%, li permet de bénéficier d'une fenêtre de financement avec taux d'intérêt abordable ça pour financer projets agriculture à court terme, à moyen terme, à long terme. OK, donc dernier point nous parlons nous Sophie dans dernier là c'est crédit bail. Donc un accord spécial qui signe avec seule société de crédit bail en Haïti qui est les Sofine et qui cible le secteur agro-industrie, construction avec santé pour financer acquisition équipement. Parce que nous connaissons qui ça Sofine fait, il achète équipement l'entreprise en développement besoin investir dans des équipements et il a acheté équipement pour lui et puis il loue le comme ça il faciliter acheteur. Donc nous avons un contrat que nous signons avec Sofine pour nous faciliter jeunes entrepreneurs qui dans le domaine santé, construction et agro-industrie également et ça vient permettre moun gérer liquidité au mieux parce que au lieu de débourser son gros comme important, il arrivé louer dans main Sofine. Donc en gros, nous est-ce que tu peux retourner à la diapositive précédente? En gros, nous grand pilier que nous touchons à travers projet pour croissance ça. Mais si nous voulons garder chiffres bien, n'a pour que effectivement programme là depuis quelques années gain des acteurs dans le secteur là qui profitaient de lui, mais nous avons souhaité profiter plus dans le futur. Si nous regardons à travers chaque secteur, nous voyons que logement, nous connaissons le logement commence en premier depuis 2011, logement et vient plus de décaissement qui fait pour lui, donc il y a plus de demandes qui fait pour lui. Il représente 28% de décaissement total qui fait à hauteur de 27%, il est suivi par développement zone franche, notamment au niveau de Caracol, au niveau de Sonapi et dans la zone Martissanto. Ensuite, nous gagnons à hauteur de 17% les FCEE, qui sont FCEE, c'est facilité de crédit aux entreprises tournées vers l'exportation. OK? Et les suivi par les facilités de crédit au secteur de l'agriculture, FCA, à hauteur de 12%. Donc, m'a quitté nous garder chiffres là. Dans la deuxième colonne, on a point en cours pour année 1 à date pour année précédente et qui terminait le 30 septembre 2024. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, en résumé, mais comment et décaissement est réparti, j'aime te dire nous. On peut passer à la slide suivante. OK. Donc, en gros, je pense que nous avons une idée globale claire de qui ça impliqué dans le programme Pro-Croissance. Donc, pour conclure, on peut dire que conjugué à des politiques d'ordre structurel, les efforts entrepris par la Banque centrale sont susceptibles de favoriser les afflux d'investissement direct à la diaspora. Nous connaissons combien que la diaspora faible pour pays, il y a des liens forts avec pays. Donc, si climat sécuritaire en permet, c'est certain qu'il y a voulu investir comme dans le pays. Donc, objectif banque là, c'est canaliser ressources étrangères vers des projets productifs et dynamiser l'économie haïtienne. D'inverser la tendance à la baisse du taux d'investissement global en restaurant la confiance, bien sûr, et en encourageant la reprise des investissements dans les secteurs porteurs de croissance économique, de densifier le tissu industriel et entrepreneurial de l'économie haïtienne
c'est certain. Nous avons fait à travers industrialisation, modernisation, innovation et renforcement de toute entreprise qui dans le secteur qui dans le secteur productif qui c'est pilier économie haïtienne. D'influencer positivement et significativement le processus productif à travers notamment programmes de financement adéquats, d'améliorer la situation de l'emploi à l'échelle nationale. Bien sûr, si nous arrivons à agrandir toute entreprise de production, ça va créer plus d'emplois et la offrir de meilleures opportunités de travail et protéger la valeur de la gourde et assurer la stabilité des prix. Donc, afin de maîtriser l'inflation également. Donc, en gros, nous avons dit que objectif ça yo intégré dans stratégie globale qui visait résilience pour renforcer résilience économique face aux défis macroéconomiques et bien sûr pour promouvoir le développement durable au pays. Donc, comme vous l'avez vu là, mes collègues et moi, nous sommes passés à travers le cadre, le contexte macroéconomique dans lequel nous vivons en Haïti. On a vu la posture de la BRH et le programme incitatif, le programme pro-croissance et mis en place par la BRH. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je laisse la parole à M. Merci, bravo à Mme Jérôme. Bravo à M. Diver, Mme Malbranche, donc, pour cette belle présentation qui était présentée par eux trois. C'est une seule présentation, mais qui a plusieurs parties, comme ça dit là, sur le cadre contexte macroéconomique, avec un petit zoom sur le système bancaire, les finances publiques, le marché d'échange, avec Mme Malbranche et les programmes incitatifs de la BRH. Donc, nous sommes vraiment pressurés par le temps, qui fait que nous ne sommes pas capables de poser question dans le public là, parce que le pour nous dans la troisième présentation, mais nous pouvons même faire deuxième. Donc, nous sommes capables de comprendre. Nous sommes capables toujours de des échanges avec les membres de ce panel et dans la cour. Donc, bon, déjà, nous sommes capables de prendre une ou deux questions, mais pour animer des bagues, il y a une question que un internaute voit nous cap sur nous et pas un internaute et il y a un participant et qui dit pour monsieur Diver, Jacques Diver, qui t'a parlé de contexte macroéconomique tout à l'heure. Nous connaissons dans le contexte, on parle de contexte macroéconomique, que ça une stabilité macroéconomique que BRH a cherché à travers lutte contre l'inflation dans l'économie. Donc, et maintenant, il y a une question qui intéresse un peu le monde. Qui j'en ai évalué la question climat insécurité dans la lutte que nous avons menée contre l'inflation, pendant que nous connaissons ça relève de la mission de la Banque centrale de la stabilité des prix, notamment et l'inflation. Donc, comment nous évaluer l'impact climat insécurité sur ça, dans le contexte pour nous chercher l'efficacité de politique monétaire Banque centrale là? Et je salue et c'est vraiment pour mettre sur toute question et puis remercier l'internaute pour question. En fait, Jean-Saud dit là, il y a un rôle et Banque centrale là, c'est veiller à la stabilité interne et externe de la monnaie nationale qui est la gourde. Là, nous parlons de, juste mon petit rappel, pour peut-être monde qui n'est pas trop initié dans le domaine de l'économie. Là, nous parlons de stabilité interne de la monnaie, de la gourde, là, nous parlons de l'inflation. Et là, nous parlons de stabilité externe, nous parlons de change. Et pour BRH arriver à atteindre l'objectif, ça, rôle qui c'est stabiliser change là, stabiliser l'inflation, il y a un ensemble d'instruments que les disposer. Et instruments ça l'utiliser la palmène vers efficacité de politique monétaire là. Mais évidemment, efficacité de politique monétaire là dépend de un peu l'autre élément qui pas nécessairement d'origine monétaire. Par exemple, Banque centrale connaît théoriquement que si on combat l'inflation, une moyen pour combattre c'est gérer change là parce que une relation entre change et inflation, plus ou gagne un taux de change qui est élevé, c'est plus ou pas gagne inflation étant donné que nous sommes un pays qui est importateur net. Donc majoritairement ça n'a consommé c'est importé, donc là on a un taux de change qui est très élevé, donc on risque tout gagner de forte inflation. L'autre élément qui est capable de bailler l'inflation, c'est financement monétaire. Nous sommes là à travers la présentation là. Heureusement, pendant l'exercice qui se passait, nous avons pratiquement gagné de financement monétaire zéro. Donc, il n'y a pas eu vraiment de financement monétaire au niveau de l'économie. Donc, nous ne pouvons pas accuser deux éléments comme
et d'éléments qui sont responsables niveau inflation là, même s'il y a tendance à la baisse, mais il est assez élevé. Là, on parle de 29,3% en fin d'exercice. Et l'autre élément qui est responsable de l'inflation tout, c'est choc qui est capable dans l'économie. Là, nous avons parlé de choc d'offres. Et dans le cas nous là, bien précisément, c'est choc d'offres qui bat l'inflation là, parce que si on regarde l'inflation au niveau des principaux partenaires commerciaux, que ce soit les États-Unis, la République dominicaine, nous connaissons que, nous démontrons dans nos graphiques tout à l'heure, que il y a une baisse de l'inflation au niveau du pays Sahel. Donc, si on parle d'importation importée, importation et inflation importée, disons, inflation en Haïti est supposé plus bas. Donc, on a choc d'offres qui s'allie. C'est ça que nous jouons à partir de situations socio-politiques et insécurité que nous connaissons depuis plusieurs années. Et par exemple, nous gagnons deux zones d'accès que produits, que ce soit produits, services, etc., pas qu'à passer. Donc, là, où gagnons deux produits qui ne peuvent pas arriver, par exemple, dans la zone métropolitaine à cause de l'accès qui bouché. Donc, ça crée aussi rivé, donc pour augmenter et ça là déjà le fait que me connais si me font commande cap en province il pas privé, donc si me gon petit produit là m'a augmenter prix. Donc c'est ça qui cause que nous gagnons un niveau d'inflation ça là aujourd'hui. Malheureusement, question en me posée c'est que le problème d'insécurité n'est pas du ressort de la Banque centrale. OK? Évidemment, à travers un certain nombre de programmes, la Banque centrale a créé capable de revenus dégagés pour améliorer ou bien pour diminuer l'impact de l'insécurité, mais son problème qui est dans l'autre niveau, au niveau de l'État. Okay? Donc, nous sommes conscients que y a un problème qui est posé à travers la sécurité qui handicapé l'efficacité de politique monétaire là, mais Jean Dolan et Rifa, et ma répondre pour amis, le problème de sécurité effectivement posé les handicapés et efficacité de la politique monétaire, mais malheureusement, nous n'avons pas de levier, nous n'avons pas d'instrument pour nous combattre l'insécurité. Très bien, très bien. Merci, M. Diver. Donc, vous connaissez le public la soif vraiment pour question. Non, on a deux questions. Une fille, un garçon. Une fille, un garçon. Pour deux questions seulement. Et nous avons souhaité que la question soit adressée à Madame Malbranche et Madame Jérôme, parce que Divers parle en pile là. Si nous posons une question, pour Divers répondre encore. Donc, nous ne pouvons pas faire équilibre là. Donc, très bien. On va camper puis non. Bonjour à tous. Je suis Jean-Élie Ovea, jeune ministre de l'économie et des finances du gouvernement jeunesse d'Haïti et aussi étudiant en sciences économiques à la FDSE. Ma question s'adresse à Madame Malbranche, évidemment. J'aimerais savoir en quoi la coopération internationale est-elle importante pour soutenir la stabilité économique et financière en Haïti. Merci. Très bien, merci pour cette question. Les coopérations internationales avec peut-être des investisseurs ou bien bailleurs ou bien institutions, en quoi c'est important et quelle implication peut-être pour la stabilité et du change en Haïti, du taux de change en Haïti. Donc c'est la première question. Donc est-ce qu'on peut poser peut-être la deuxième question? On prend une fille maintenant, une tête de femme. Une tête de femme. Bonjour. Bonjour. Je suis Juliane Aouba, étudiante finissante en administration des affaires à l'Université Notre-Dame d'Haïti. Et merci pour cette belle présentation. Ma question s'adresse à la dame. Comment les PME haïtiennes pourraient s'intégrer dans les chaînes de valeur régionales ou mondiales et en quoi cette intégration pourrait renforcer leur contribution au développement économique du pays et comment la Banque centrale pourrait les encourager et avec les politiques gouvernementales et les partenariats publics-privés et à cette intégration. Très bien, merci. Merci, chère madame de l'UNDH. C'est une question un petit peu longue, mais on peut comprendre. PME, comment on peut encourager les PME à s'intégrer dans les chaînes de valeur à la fois locales, internationales et à travers des partenariats publics-privés.
Donc, très rapidement, on peut enchaîner avec Mme Malbranche pour la première question. D'accord, merci Rifa. Merci pour ta question. En fait, dans quel sens coopération internationale qui a aidé à stabilité change là en Haïti? Et bon, pour rappel, coopération internationale est venue sous diverses formes. Maintenant, on prend forme qui va rentrer directement dans le cadre change là. Maintenant, pendant longtemps, là, Haïti qu'on recevoir des aides, des dons, des prêts. Maintenant, généralement, ils fait en dollars américains. Maintenant, on dit par exemple de recevoir un don d'un organisme international et que dérivé au niveau de la Banque centrale parce que c'est nous qui caissons de l'État. Et généralement, don ça ou bien aide ça, ils vont le dépenser en économie en gourde. Donc, ça compte permettre que la Banque centrale, là, en fait, tout qu'un $, ça et puis buy good au niveau du ministère des Finances ou du ministère qui bénéficie là pour et donc renforcer réserve internationale de change. Donc qui dit renforcement réserve internationale dit on levier que Banque centrale a gagné pour l'intervenir sur le marché si tu as gagné un mouvement de surchauffe. Maintenant, c'est une façon que le cas. Mais ça arrive tout, si par exemple, le ministère a tout recevoir et que comme ça a dépensé, on dit c'est à travers ONG par exemple, et que ONG ça a dépensé en dollars dans l'économie, dollar ça vient alimenter off-là. Donc, alimenter off-là, et j'aime te dire que comme tout en son prix, les off-là augmenté, c'est ça qui est arrivé après 12 janvier, le fait que tu as un afflux d'aide internationale vers l'économie haïtienne, donc nous avons vraiment baissé après 12 janvier, après le tremblement de terre. C'est la fait Banque centrale est intervenue, là, ça pour l'acheter en pile pour éviter que tout en trop plonge. Donc, le ONG recevoir dollar a dépensé, offre augmenté, ça créé en fait, ça conduit en fait si nous voulons à ça nous stabilité échange là parce que offre augmenté. Donc c'est différents mécanismes que coopération internationale fait, mais ces dernières années et donc sinon si d'aller plus loin au niveau de balance de paiement et au niveau du secteur externe, c'est que donc ça est très limité ou pour des années quasiment nul. C'est ça que fait ouais, que Banque centrale, pendant temps ça côté que on dit à calmer ça sous changement, nous qu'on y a là obligé acheter en pile au niveau de marché changement pour renforcer et réserve internationale. Parce que une pion que nous gagne, une facilité que nous gagne à travers aide est vraiment diminué pour des raisons X ou Y, pas vraiment gain trop aide vers Haïti, pas gain et dans l'appui budgétaire et autre chose. Donc, c'est pour ça qu'après, dans l'intervention, on dit que nous achetons en pile pour renforcer les réserves. Mais c'est font ça vraiment, comme si nous prêté au niveau international, nous recevoir aide, nous recevoir dons, en fait, de là, ça va rentrer, alimenter offline, permettre que tout vraiment stabiliser. Très bien. Merci, Mme Malbranche. Je pense que vous étiez très clair. Et pour la réponse à cette question, maintenant nous allons passer à la deuxième question que la dame de l'UNDH avait posée à Mme Jérôme concernant et comment Banque centrale est capable de permettre que PME, encourager PME à participer dans les chaînes de valeur à la fois nationales et internationales à travers des partenariats. Merci pour la question. Donc, tout d'abord, il faut dire que, pas oublier, il faut nous situer BRH dans le contexte de la mission essentielle. Mission BRH a régulé système financier. Donc, pas oublier que non système financier qui a un crédit, indirect et crédit direct. Essentiellement, pour le moment, nous avons un crédit direct qui passe par intermédiaire financier. Donc, ça lui fait à travers le programme que nous avons tout à l'heure, lui rend accès à plus facile pour destinataire final là en augmentant les fonds de liquidité à travers l'intermédiation des institutions financières. Donc, pas un lien direct. Maintenant, pour crédit direct, là, dans des économies qui peuvent développer, nous avons joindre un marché financier qui permet que capital là circuler de monde qui gagne surplus, qui besoin d'investir à monde qui besoin blanc pour financer activité de manière directe sur le marché des capitaux. Donc, BRH déjà travaille sur ça, il y a un plan décennal et des marchés des capitaux qui prévoit ça sur les 10 prochaines années, côté que
institution par exemple qui dans production ou autre, OK, qui a généré cob, qui a sollicité épargne publique là, il a fait appel à l'épargne publique pour lui récupérer cob sous marché pour le faire investissement plutôt que le passer par un intermédiaire financier. Nous ne pouvons pas arriver là, mais Banque centrale a travaillé sur ça présentement. OK? Mais maintenant, pour répondre à partenariat public-privé, hein, nous comprenons préoccupation, c'est une initiative qui est très louable. Cependant, l'IPA dépend de BRH. Le ministère du Commerce, par exemple, qui est censé jouer rôle ça, ce n'est pas BRH, ça va au-delà de la mission de la BRH. Mais tu as l'autre aspect de la question qui te dit qui retour qu'a gagné sur l'économie de l'initiative ça, c'est sûr que l'après du chômage là, la offre plus possibilités, plus opportunités de travail et du point de vue de recettes financières, recettes fiscales, recettes fiscales a augmenté. Que ce soit au niveau des taxes sur le revenu, taxes sur le salaire, c'est finalement bénéficiaire à institutions, mais aussi l'État haïtien. Merci, Madame Jérôme. Donc, je demande de... Bon. Je pense que... Bon. Une discrimination positive envers les femmes. Toute dernière question. Avec Madame... Bon, on avait beaucoup de questions de ce côté. Bon, une seule de ce côté. Bon, merci. Bonjour tout le monde. Je réponds au nom de Daline Chirlui, étudiante en statistique au CTPEA. Ma question est la suivante. Depuis quelque temps, je remarque qu'au niveau des banques commerciales, il y a une certaine restriction sur la quantité de dollars qu'on distribue aux clients. Ce phénomène semble causer des frustrations au sein de la population. Je voudrais savoir, est-ce que cette limitation est liée à la politique monétaire que la Banque centrale met en œuvre en ce moment? Si oui, quelles mesures spécifiques qui entraînent cette restriction de l'offre de dollars? Sinon, quelles solutions potentielles que la Banque centrale pourrait apporter pour atténuer ce phénomène au sein de la population? Merci beaucoup. Merci. Une très belle question. Et pour Madame Malbranche et Monsieur Divers. Monsieur Divers, oui. Oui, pour moi monsieur, aussi. Pour monsieur, exactement, Monsieur Serra aussi. Oui, et effectivement, au niveau de la Banque centrale, et c'est il y a des gens qui relèvent même pour dire que bon, les chiffres nous dit que en fait BH a chané, donc il y a offre de dollars sur le marché, comment faire le mal long banque, pas qu'à jeune dollar acheter ou bien pas qu'à 20 dollars en cash pour bon moi. Là, il est important pour nous parce que vous êtes des étudiants et autre chose pour nous comprendre que il y a la différence entre la disponibilité du dollar éventuellement on va dire dans les comptes et le numéraire papier dollar papier cash là une grosse différence et une bagage qui gagne c'est que en Haïti nous produit en fait Banque centrale fabriquer goud nous pas fabriquer dollar maintenant là par exemple on transfert nous dit là nous dit que c'est 3,32 milliards de dollars de transfert tout 3,32 milliards de transfert là par rentrer dans l'économie en cash li passer à travers en fait institutions qui fait débit crédit. Donc de ce fait Western Union dit recevoir 500 millions en fait 500 millions il pas exporter en Haïti en cash. Donc il vient sous forme un débit crédit donc compte et Western Union en Haïti crédité. Maintenant problème de cash ça posé parce que généralement avant comment cash rentrer dans l'économie ou bien principalement même prendre la Saint-Domingue c'est le touriste rentrer mon rentrer en cash le par exemple diaspora vient faire vacances pour fête champêtre pour carnaval il rentrer avec comme en cash et les comme ça dépenser en cash la arrêté dans l'économie moun yo ka utiliser mais là pour les grandes transactions de change ça se passe par débit crédit donc de ce fait maintenant le fait que l'économie haïtienne n'a pas produit de dollar, Banque centrale très limitée en termes de alimenter marché en dollars cash. Donc, il y a des conventions qui signent avec Fed sur quantité de dollars parce que les Américains sont très sensibles pour combler sur comment la bouger dans le monde. Donc, il y a des conditions bien spécifiques, des conventions qui signent avec Fed sur quantité de que Haïti a importé en cash. Maintenant,
les banques centrales fin importer, l'État arrêté à économie pour générer ça à travers touristes, à travers diaspora et autre chose. Là ça nous fin importer arrivé, nous pas qu'à importer encore parce que nous avons une limitation ça maintenant et que à cause de conditions d'insécurité dollar pas rentrer à travers touristes, à travers transfert et diaspora qui vient, donc vinn gon rentrée de numéraire de cash dollar dans l'économie. Donc ou ka allons banque là dit OK, m'ka vend nous, mais sous besoin comme blanc cash, m'pa ka baoul parce que li pas gagné. Donc c'est une bagay qui gagne qui fait que li pas en fait rentrée numéraire n'est pas lié à rentrée dollar en termes d'acquisition, de taux de change et autre chose lié au fait que nous sommes très limités par rapport avec comme nous avons importé et le fait que comme ça, on pas rentrer dans l'économie en cash. Donc, c'est ça le problème. Maintenant, Rifa. Non, c'est très clair. Par contre, si M. Diver voulait ajouter quelque chose. Non, tu as été très clair, Mme Malbranche. Et effectivement, c'est ça. C'est que pas un problème de liquidité en dollars dans le système. OK? Et en parlant de solutions et mesures, il y a une solution alternative, c'est utiliser le plus que possible d'autres moyens de paiement, surtout les moyens de paiement électroniques. Donc, la transaction que nous voulons faire, c'est avec cash que nous voulons faire, alors que il y a institutions que nous sommes capables de payer de l'autre façon. Moi, je connais par exemple en une institution là, je dis à ce côté, pas besoin de l'emmener, côté il y a un blender, ventilateur, mat, la bagaille ça, frigidaire. Nous n'avons pas besoin après le point cash dans la banque pour nous payer. Nous sommes capables de faire un virement sous compte et puis venir avec reçu à nous payer. Moi, m'acheter un inverteur, m'acheter panneau solaire, c'est une institution qui vend pour une électricité solaire. Je ne pas payer par cash, moi, je fais un virement de compte à compte dans la banque que gagné. Donc, utiliser moyens ça au plus qui permettre que nous ne pas obligés de faire retrait pour demander cash dollar qui vient créer un pile pression sur dollar là en cash comme Mme Almas dit là. Qui est vraiment limité par rapport au contexte que nous vivons actuellement là. Donc, utiliser plus de moyens de paiement électronique. Et autre chose, c'est que il faut qu'il y ait plus de promotion qui fait pour que nous utilisions good dans le règlement de transaction. Et ça, c'est un gros problème. Moi, je connais un pile travail qui est fait déjà avec le ministère du Commerce, BRH, pour que nous utilisions good, mais nous avons un attachement à la population avec cash good dans avec dollar tout. Donc, qui fait que faut que ça vraiment son bagage qui vienne réel. Pour que moun ou pas obligé pour que ça va le faire retrait en dollars ou pas le payer en transaction en Haïti en dollars il pas supposé comme ça donc faut qu'on fait plus de promotion pour que c'est good vraiment que nous utiliser au lieu que nous utiliser dollars qui fait que nous fait un peu de pression sur dollars donc merci tout le monde et bravo encore à Mme Malbranche, M. Diver, Mme Jérôme pour cette belle présentation.